Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vous parlerai donc des effets inflationnistes de l'interdiction de la revente à perte en France. C'est donc un phénomène réel que j'analyse, pas tellement un phénomène de perception. Je crois quand même que les deux sont strictement liés. Les deux sont strictement liés parce que, évidemment, l'augmentation des prix, ça induit une perte de pouvoir d'achat. Cette perte de pouvoir d'achat est perçue, mais je dirais plus, je dirais que dans la ligne de ce que vient d'être dit, le fait que les prix des produits alimentaires augmentent éventuellement plus que les autres produits favorise cette perception supérieure de l'inflation de la part des consommateurs, parce que les prix alimentaires font partie d'une catégorie des prix achats fréquents qui peuvent avoir, dans la grande distribution notamment, un effet halo sur les autres produits et sur le prix perçu. Donc, voilà, un autre élément de lien, je dirais, entre nos deux communications est le fait que cette hausse des prix déterminée par la loi d'interdiction des ventes à perte s'est produite surtout sur les produits de marque nationale, sur les grandes marques. Sur les grandes marques. Donc évidemment, là aussi, il y a un effet de perception accru parce que les grandes marques, on l'a dit, je crois, ont un effet important dans la perception des prix. Les consommateurs qui mémorisent plus ou moins bien, en général, le prix des produits, cherchent d'autres prix de référence et les grandes marques constituent depuis toujours, depuis longtemps, un des éléments de référence principaux de l'augmentation des prix et du niveau des prix des magasins pour les consommateurs. Voilà. Donc, je dois, pour arriver à ce qui se passe aujourd'hui, en ce qui concerne l'impact de la législation sur l'inflation des prix, je dois faire quand même un petit pas en arrière, malheureusement, j'espère que ce ne soit pas trop ennuyeux pour vous, et vous citer la loi Galland. La loi Galland qui n'a pas été la loi qui a introduit l'interdiction de la revente à perte, mais elle a repris cette interdiction et elle a défini de façon beaucoup plus précise qu'auparavant le seuil de revente à perte, donc étant le prix en facture, et surtout elle a interdit de déduire du prix en facture, donc du seuil de revente à perte, ce qu'on appelle les marges arrière, c'est-à-dire les contributions financières que le fabricant paye aux distributeurs en échange de différents services. Les marges arrière existaient déjà avant, mais on les déduisait un peu des prix, alors qu'avec la loi Galland, on ne peut plus les déduire des prix, et donc il y a eu tout de suite un effet automatique d'augmentation des prix. Malheureusement, cet effet s'est manifesté successivement à l'occasion de chaque négociation entre fabricants et distribution, et il est devenu un véritable mécanisme inflationniste. Et pourquoi ça? C'est parce que la loi Galland, avec ses nouvelles réglementations, ajoutées aux réglementations déjà existantes, notamment en ce qui concerne l'interdiction de discrimination des conditions de vente des fabricants, a déterminé un effet important. Je souligne l'effet le plus important, pour ne pas entrer trop dans les détails techniques. C'est important pour les chercheurs en sciences de gestion. La loi a modifié les incitations des opérateurs, et notamment les incitations des distributeurs qui, à partir de la loi Galland, n'avaient plus aucun intérêt à demander aux fabricants des baisses des prix. C'est ça qui a changé véritablement la situation. Avant, les distributeurs demandaient aux fabricants et faisaient une très forte pression sur les fabricants pour baisser les prix de gros, disons, pour pouvoir baisser les prix à la distribution. Après la loi Galland, les distributeurs n'avaient plus aucun intérêt à demander une baisse des prix parce que les baisses des prix étaient immédiatement généralisées à cause de la loi Galland et des réglementations sur la non-discrimination. Donc, c'était un comportement à la limite, mais presque pas tellement à la limite, c'était un comportement rationnel pour les distributeurs de ne pas demander de diminution des prix, mais de demander des marges arrière parce que l'objectif de tout acteur économique, y compris les distributeurs, c'est surtout d'avoir des avantages supérieurs, en l'occurrence là dans la négociation, supérieurs aux avantages obtenus par le concurrent. Donc dans la mesure où en demandant une baisse des prix, on n'obtenait rien de plus que les concurrents parce que les prix étaient les mêmes, les distributeurs étaient amenés à demander une augmentation de marge arrière. Les marges arrière étant opaques,
il pouvait espérer donc avoir des conditions meilleures que les concurrents. Donc Michel-Édouard Leclerc ne dépendait plus de baisse des prix. Et pourtant, il n'était pas content de ça. Il était obligé de demander d'augmentation des marges arrière pour obtenir des marges arrière supérieures aux marges arrière qu'éventuellement obtenait Carrefour. Voilà le mécanisme, disons, qui a causé principalement, disons, je simplifie un peu, qui a déterminé cet effet inflationniste de la loi Galland qui s'est répété année sur année à l'occasion des différentes négociations. Bien. Il y a eu des effets secondaires, disons, de ce mécanisme. L'augmentation des prix, surtout des marques nationales, comme je vous l'ai dit, parce que c'est essentiellement sur les marques nationales que ce phénomène se manifestait, a favorisé un peu les MDD et le hard discount, parce que le prix des marques nationales augmentant, les marques distributeurs devenaient un peu plus compétitives. Et le hard discount aussi devenait un peu plus compétitif. Il n'y a pas une concurrence directe entre hard discount et hypermarché, mais il y a quand même un certain niveau. Quand l'écart des prix atteigne un niveau si important comme l'a atteint en France au cours des années, début des années 2000, il y a eu plus de concurrence, même entre les hard discount et les hypermarchés. Donc il y a eu des effets. Augmentation des marques distributeurs, augmentation de la part de marché de hard discount, documentée par toutes les recherches qui ont été faites. Je ne vous passe pas ici des données parce que c'est bien connu par les opérateurs et par les chercheurs. Et des effets qui, à un certain moment, n'ont pas plu, même aux acteurs économiques qui pourtant avaient demandé la loi Galland, particulièrement les fabricants des produits de marque. Et encore une fois, les distributeurs qui étaient plutôt orientés discount. Donc, il y a eu deux phénomènes. Les distributeurs ont essayé de contourner la loi en introduisant notamment les nouvelles initiatives promotionnelles qui permettaient de baisser les prix des marques nationales un peu quand même, sans sortir du cadre, disons, de la loi Galland. Et fabricants et distributeurs ensemble ont commencé une activité de lobby assez importante. Vous avez tous vu sur les journaux les messages de Michel-Édouard Leclerc. Vous n'avez pas vu, mais les fabricants, vous savez très bien que les fabricants ont fait une forte pression de lobbyistes pour obtenir des modifications de la loi Galland. Voilà que la modification s'est faite. La loi Dutreil en 2006, la loi Châtel, ont en effet, j'accélère un peu maintenant, ont en effet réintroduit un peu plus de concurrence par le prix, parce qu'ils ont permis de déduire les marges arrière des prix. Donc il y a eu effectivement une certaine réduction des prix de l'augmentation des prix des marques nationales. Et il y a eu aussi, donc, par effet d'entraînement, une certaine réduction de l'inflation en 2006 et en 2007 des produits de grande consommation. Il y a eu un certain retour, limité mais significatif, à la concurrence par le prix entre les distributeurs. Et effectivement, les prix des marques nationales a diminué plus que le prix des autres marques